finalement pour l'artisanat, où il y avait aussi une grosse consommation d'eau. Cette eau, en général, ils essayaient d'aller la chercher au plus près. Donc, ils pouvaient s'alimenter dans les rivières. À Nyon, certainement qu'ils se sont alimentés dans l'Asse. Peut-être d'autres petits cours d'eau, d'autres petits embranchements de rivières qui passaient tout près de la ville. Et puis, sinon, il y avait d'autres moyens. D'abord, la récupération des eaux de pluie. Si vous avez déjà vu des maquettes de reconstitution d'une villa romaine, il y a toujours cette cour au centre qui est en fait à ciel ouvert avec tous les toits qui descendent dedans. Ça s'appelle un impluvium en fait. Donc on récupérait dans le bassin au centre, on a trouvé un bassin de cet état-là à la rue de la Gare qui servait à ça. On récupérait l'eau là et on l'envoyait en général dans des citernes pour la stocker et pour la réutiliser après. Sinon, on utilisait aussi des captages de sources qu'on pouvait le faire. On a un exemple à Nyon, en dessous de l'amphithéâtre, où en fait on avait des captages de la colline de l'amphithéâtre qui venaient terminer dans un bassin qui est actuellement reconstitué au musée romain, et puis après qui était déversé pour probablement un usage artisanal. Et puis évidemment les puits, où on allait chercher la nappe phréatique là où elle était. On pense qu'au début, les Nyonnais se sont contentés de ça, et à un moment donné à un autre, l'expansion de la ville a pris une telle ampleur qu'ils ont eu besoin d'aller chercher plus d'eau. Donc le seul moyen qu'ils ont eu à ce moment-là, c'était de en fait construire un aqueduc. Construire un aqueduc pour une ville romaine, ça a un avantage, c'est que ça vous amène l'eau là où vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'aller la chercher à gauche et à droite, vous n'avez pas de problème de transport d'eau entre les différents endroits une fois que cet aqueduc est construit. Donc les premiers aqueducs qu'on connaît en archéologie ont été construits par les Grecs au 6e siècle avant Jésus-Christ. Celui de Nyon, on ne sait pas trop, on estime au 1er siècle après la construction. Évidemment qu'un aqueduc part de quelque part, donc on allait chercher des sources qui étaient suffisamment approvisionnées. Et puis on construisait un captage, donc une espèce de citerne probablement, ou voire même un château d'eau le cas échéant. Alors en ce qui concerne celui de Nyon, on n'a pas d'idée du départ exact parce qu'on n'a pas trouvé ce captage. Par contre, on l'a retrouvé suffisamment à suffisamment d'endroits pour savoir qu'il part de Divonne, et très certainement d'un endroit où il y a 4 sources qui sont l'une à côté des autres, mais on n'a pas de vestige de la construction du captage à cet endroit-là. Ensuite, on a un tracé qui pour l'aqueduc de Nyon fait une dizaine de kilomètres. On a des tracés très très différenciés. L'aqueduc de Nîmes, donc celui qui passe sur le pont du Gard, fait 50 km environ. Un des plus longs aqueducs de Rome fait 90 km et le plus long connu dans le monde romain fait 132 km à Carthage. Donc on transportait l'eau sur toute cette distance-là. La majorité des aqueducs sont enterrés, donc en fait ils sont sous terre. Évidemment l'image que nous on en a d'aqueduc, c'est ça. C'est le pont du Gard, c'est l'aqueduc qui passe en hauteur. Les Romains ils n'étaient pas fous, comme diraient certains. Et ils ne s'embêtaient pas à faire des constructions de forte importance s'ils n'en avaient pas besoin. Donc tout ce qui est pont, tout ce qui est aqueduc en hauteur, en fait a 2 raisons d'être. La première c'est soit de passer une dépression, donc ici le Gardon, la vallée du Gardon qui est fort profonde, donc il fallait la passer parce que là on a un aqueduc enterré et là-bas on a un aqueduc enterré, donc il faut passer la vallée, ou bien suivant les points de départ et les points d'arrivée, c'est de conserver une pente à l'aqueduc pour que l'eau coule, puisque l'eau coulait toute seule, il n'y avait pas de pompe ou de piston. Donc ça peut être, c'est les 2 raisons pour lesquelles on a ça. On n'a aucun ouvrage de ce genre sur l'aqueduc de Nyon, connu à l'heure actuelle. Ceci dit, il y a 2 ou 3 points où il y a des rivières à passer, le Boiron, il y a à Crassier, au Petit Aisin aussi. Il y a 2 ou 3 points, on peut se dire qu'ils ont dû faire quelque chose. Alors c'était peut-être une bête petite arche, toute simple, pas très compliquée. Ça pouvait, le cas échéant, être un raccord en bois. Mais voilà, on n'a pas de traces, on ne sait pas, mais ça a dû exister, mais c'était vraiment minime par rapport à des ouvrages
c'était suisse. On a nos collègues français qui ont fouillé l'aqueduc l'année passée à Divonne, une partie. Hein. Alors il y a bien d'autres bouts qui ont été retrouvés, là on a mis vraiment les dernières fouilles. Donc on l'a vu à Crassier, 2 fois à Borret, et puis à la Petite Prairie sur tout le tracé que vous verrez tout à l'heure. On avait évidemment ces aqueducs, on avait une problématique, c'est que suivant la nature de l'eau qui passait dedans, qui pouvait être très calcaire, eh ben, ça laissait des dépôts. En fait ça bloquait, le conduit de l'aqueduc se rétrécissait petit à petit. Et pour éviter ce genre de choses, ben, il y avait en fait un service qui s'occupait de l'aqueduc, et il y avait donc des gens qui régulièrement venaient nettoyer l'aqueduc, enlever les concrétions pour que ça continue à bien circuler. Et à ce propos-là, d'ailleurs, il y avait même des lois qui allaient plus loin. Il y avait interdiction de cultiver à proximité de l'aqueduc pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de charrues qui tapent dans l'aqueduc. Voilà. Vous verrez, il n'est pas enterré très profond en fait. Hein, voilà. Donc il y avait toute une législation qui tournait autour de ça. On sait qu'à Rome, par exemple, il y avait un service de 700 personnes. Alors ils avaient beaucoup d'aqueducs à Rome, hein, mais il y avait 700 personnes qui s'occupaient d'entretenir les aqueducs continuellement. La dernière chose qu'on ne connaît pas à Nyon, c'est l'arrivée de l'aqueduc. Alors évidemment, hein, en fait, il part de Divonne, il arrive ici, il arrive jusqu'au parc des Mangettes. On le connaît, il est visible d'ailleurs, hein, si jamais au parc des Mangettes. Et après, on ne sait plus où il est. On ne le retrouve plus et on ne sait pas comment on approvisionne la ville. Donc il y a plusieurs indices, c'est certainement un point haut, évidemment, il doit arriver sur un point haut dans la ville. Et puis on sait par comparaison par exemple avec l'aqueduc de Nîmes qu'à l'arrivée il y avait un château d'eau de distribution. Alors vous envoyez une photo là et un plan ici, où en fait l'aqueduc arrive dans un bassin, généralement aussi avec des grilles qui permettaient de filtrer un peu les impuretés. Et puis après, il est redirigé par divers canaux vers les points de la ville qu'il devait alimenter, les thermes, les fontaines, les maisons des nobles, enfin des riches, très certainement, et puis les quartiers d'artisanat. Voilà, j'ai fini ce premier tour d'horizon, et puis je vais vous laisser partir avec Christophe. Et Nive, vous voyez, c'est le seul qui a des bottes aujourd'hui. La colonie de Nyon a été établie en 45 avant Jésus-Christ et elle a plus ou moins périclité dans le courant du IIIe siècle après. Sa surface est à peu près équivalente à celle de Nyon au début du XXe siècle et probablement que sa population devait être plus ou moins identique, aux alentours de 5000 personnes. Donc sous la vieille ville, vous avez le centre romain, vous avez le forum qui est ici, donc la place publique, en temple, la basilique où il y a le musée actuellement qui correspond en fait à une salle multifonction dans laquelle ça peut faire mairie, lieu de rencontre, grande salle. Vous aviez des bains ici, c'est à la rue du marché, et puis sous le marché actuel, vous aviez le Macellum romain, donc le marché couvert romain. Donc la place du marché est restée au même endroit. Autrement, vous avez l'amphithéâtre que vous avez peut-être déjà vu ici, et vous aviez certainement en fait en port un emplacement de rive actuelle. Vous aviez probablement une voie d'accès qui traverse actuellement le parking de la Duche, là où il y a une fête de la vigne actuellement. Et puis vous aviez des habitats qui étaient en fait sur le flanc, face au lac, ici peut-être plutôt des habitats résidentiels. Vous aviez également probablement une riche maison ou bien peut-être un autre édifice sur le sommet de la colline de la Murat qui est ici. Autrement, en ce qui concerne en fait l'aqueduc, on n'a aucune trace dans le centre-ville de l'aqueduc. Le premier point de repérage, comme vous en a parlé votre collègue, se trouve dans un parc qui se trouve ici, aux Mangettes. On peut néanmoins supposer que son tracé suivait plus ou moins la route de Saint-Cergue, je ne sais pas si vous connaissez plus ou moins, ici, traversait probablement aux alentours de la gare, et probablement allait en point haut de la ville, peut-être la colline de la Murat, qui est en fait le sommet de la... Concernant l'aqueduc, donc nous avons fouillé 250 mètres de tracé sur les 300 mètres qui se trouvent en fait sur le site. Donc là vous avez l'ensemble du tracé qui a été relevé
sur le site de la Petite Prairie. Donc là, vous avez les emplacements en rose. C'est l'emplacement où en fait on a retrouvé des puits de visite, des regards. Malheureusement sur le site, on n'a pas trouvé véritablement les regards eux-mêmes, mais on a observé au niveau de la maçonnerie en fait leur présence. Donc si vous voulez, en temps normal, il y a le biseau qui correspond au départ de la voûte. Vous avez la voûte ici, et puis ici aussi. Par contre, là, en place où vous avez les regards, en fait, les parois montent plus haut, verticalement. Puisqu'effectivement, vous avez un puits de regard carré qui s'installe là-dessus. Comme on a ici, sur un aqueduc qu'on a trouvé près de Cologne, en Allemagne. Donc ça, l'aqueduc de Nyon devait ressembler fortement à ça, en tout cas au niveau des regards. On en a trouvé plusieurs à Divonne où l'aqueduc était mieux conservé, où il y avait plus de voûtes conservées. Malheureusement, à Nyon, ce n'est pas le cas. Donc, justement, il y a beaucoup moins de matière en fait, concernant ces regards. Autrement, là vous avez en fait des coupes de la canalisation qui ont été réalisées sur le site. Donc vous voyez que en fait, sous les dalles, les diacrites qui ne sont malheureusement pas dans cette coupe, vous avez un radier. Ensuite, vous avez de la chaux ou des graviers compactés. Et ensuite, vous avez les dalles. Sous la paroi côté Jura ou bien côté montagne, généralement, vous avez un petit drainage qui est représenté ici, qu'on voit mieux peut-être dans le schématique, qui servait probablement à éviter que les eaux de surface aux alentours viennent polluer l'eau de l'aqueduc. Là, vous avez un autre exemple, effectivement, plus sophistiqué de construction de fond de l'aqueduc. C'est à Boré. Là, probablement qu'ils avaient encore plus de problèmes d'eau qu'ici. Et ils ont fait en fond, en mortier de chaux, très dur. En fait, c'est quasiment du béton. Ensuite, ils ont mis du mortier hydraulique, donc du mortier avec de la tuile concassée. Et par-dessus, vous avez les dalles. Ce qui va se passer, c'est qu'il va être remblayé dans les zones. Bon, de toute façon, il va être remblayé totalement maintenant. Ensuite, il y aura la construction qui va se faire en fait sur le site. Donc, il y aura des bâtiments qui vont être construits, donc il y aura des endroits où il va être détruit. Les endroits où il n'est pas touché, s'il est dans des jardins, dans des parcs, il va subsister. Mais c'est pas sûr que dans ce tronçon-là,